BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Est-ce que la région bruxelloise va passer le turbo en matière de mobilité électrique? C'est une des questions dont on a régulièrement parlé dans cette émission, avec la problématique des bornes de recharge pour les voitures électriques. Il n'y en a pas assez en région bruxelloise, tout le monde le dit. Il y a maintenant une stratégie régionale sur cette question. Elle a été présentée ce matin. On va en parler avec Alain Marron, qui est ministre de l'Environnement et de la Santé en région bruxelloise. On va commencer donc par cette compétence environnement. Bonjour Alain Marron, merci d'être avec nous. On sait qu'il y a une stratégie pour sortir du carbone en région bruxelloise et notamment favoriser le passage à la voiture électrique. On peut reconnaître qu'on était en retard sur cette question-là dans la région. Oui, alors d'abord, excusez-moi parce que je vous emmène la place du Miroir à Jette. Je ne suis pas dans un endroit, dans un bureau, mais c'est parce qu'on a fait la conférence de presse ici et on y était encore. Donc oui, effectivement, on est en retard à Bruxelles, vous avez tout à fait raison. Nous devons progressivement rattraper le retard. Pourquoi? Pour deux raisons principales. Parce qu'on a d'abord un problème de congestion automobile, etc. Et donc, il nous faut un shift modal, moins de gens qui utilisent des voitures individuelles et plus de solutions alternatives. Mais il y aura toujours des voitures. Et donc, l'autre aspect, c'est d'améliorer la qualité de l'air qui reste trop médiocre à Bruxelles, de diminuer aussi les pollutions sonores. Et pour ça, il faut électrifier le parc. Et d'ici 2030 et 2035, au plus tard, il y aura une interdiction des moteurs à explosion. D'abord au diesel et puis à l'essence. 2030 pour le diesel et 2035 pour tous les moteurs thermiques. Plus tard, donc on est en train d'élaborer aussi cette stratégie de sortie avec l'ensemble des acteurs. D'autres grandes villes européennes sont exactement sur les mêmes timings, avec les mêmes types d'objectifs. Donc il faut électrifier. Pour électrifier, il n'y a rien à faire. Il faut que les personnes puissent avoir accès à des dispositifs de recharge. Alors il y a des recharges privées qui s'installent, il y a des personnes qui rechargent chez elles, et puis aussi des opérateurs privés qui s'installent dans des parkings privés, par exemple, ou des parkings de supermarchés, etc. Mais il faut aussi une stratégie pour des endroits qui sont accessibles à tout le monde, c'est-à-dire en voirie, sur les trottoirs, sur les places, ou éventuellement hors voirie, par exemple dans des parkings de piscine ou des choses comme ça, mais dans des endroits qui sont accessibles au public. Alors, et donc c'est cette stratégie-là sur laquelle on s'est accordé. Alors vous aviez demandé à un certain nombre d'intervenants et d'experts de rédiger un rapport. Ce rapport il est donc présenté ce matin. Il dit quoi? Il faudrait combien de milliers de bornes en région bruxelloise? Il y a un objectif qui est fixé? Donc à terme, il faut 11 000 bornes qui soient accessibles au public. En plus donc des bornes privées qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais des bornes accessibles à tout le monde, on estime qu'il en faudra environ 11 000 pour répondre aux besoins des Bruxelloises et des Bruxellois, mais aussi des visiteurs. Et donc on veut poser les bases pour progressivement atteindre ce chiffre et progressivement rattraper le retard de la région. Mais on veut le faire proprement, parce que si on a du retard aujourd'hui, c'est parce que le problème n'a pas été saisi à bras-le-corps précédemment, mais aussi parce qu'on a signé des contrats qui n'étaient pas des contrats optimaux, qui nous ont fait perdre du retard aussi. Donc on va changer la législation, on va faire des ordonnances, donc des lois régionales, on va changer des arrêtés pour que les bases soient solides à l'installation de ces bornes en région bruxelloise. Alors on sait, attendez Alain Marron, parce qu'on sait qu'effectivement c'était un vrai gros dossier que notamment la FEBIAC, la Fédération de l'industrie automobile, avait fortement critiqué la région bruxelloise en disant que vous vous donniez des objectifs trop ambitieux s'il n'y avait pas le développement des bornes à côté. On sait qu'il y avait un contrat avec de la région bruxelloise avec une filiale de Total qui devait permettre d'avoir plus d'une centaine de bornes et que ce contrat il avait pris beaucoup de retard. Est-ce que le contrat avec Total, il est maintenu ou est-ce qu'il va falloir chercher d'autres opérateurs pour les 11 000 bornes dont vous nous parlez maintenant? Il y aura d'autres opérateurs. D'ici 2022, à partir de 2022, progressivement des concessions de services publics pour desservir l'ensemble du territoire bruxellois en bornes, parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de quartier oublié non plus. Il n'est pas question qu'il y ait des bornes uniquement à Woluwe-Saint-Pierre, par exemple, pour citer un exemple un peu caricatural, mais je veux dire il doit y en avoir sur l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale, ça c'est un aspect, mais d'ici 2022, on ne va pas se tourner les pouces et attendre que le cadre régional légal soit établi. On va booster le contrat Pitpoint, qui est un contrat du gouvernement antérieur, et faire en sorte que Pitpoint, donc la fameuse filiale de Total, installe plus de 100 bornes, les 100 bornes qui étaient prévues dans son contrat. Oui, là pour l'instant on est à 40, donc ça veut dire qu'il y a un gros effort à faire. Pour le moment, en fait, pour l'installation de chacune des bornes, il y a 14 étapes administratives. Donc on va aussi faire rapidement de la simplification administrative pour qu'il y ait moins que 14 étapes administratives un petit peu absurdes pour chacune des bornes. Donc il faut simplifier administrativement et en plus, on va aider Sibelga et les communes à mettre en place des projets pilotes dans les prochains mois. Donc pour avancer avant 2022,
C'est à partir de 2022 que véritablement le cadre juridico-légal sera clair et qu'on pourra booster et avoir une augmentation exponentielle des bornes. Mais en attendant, on va déjà avancer sur la base Speedpoint existante et aussi avec des projets pilotes avec Sibelga et les communes qui sont partantes. Ça veut dire qu'en 2022, on espère avoir combien de bornes sur le territoire de la région bruxelloise? J'ai bien entendu qu'à terme 2035, c'est 11 000, mais on ne va pas passer de 40 à 11 000 en un seul coup, hein. Je ne peux pas vous donner le nombre de bornes qui seront installées d'ici 2022 et entre 2022 et 2024, mais c'est clair que pour nous, on a conscience que les gens doivent pouvoir changer leur voiture dès bientôt. Ce n'est pas parce qu'en 2030 ou 2035, il n'y aura plus de moteur diesel et explosion que l'électrification ne se passe pas avant. Évidemment, elle se passe avant, puisque les personnes qui changeront leur voiture à partir de maintenant jusqu'en 2025, progressivement vont passer à l'électricité. Donc il faut qu'il y ait un nombre substantiel de bornes supplémentaires d'ici la fin de la législature. Je ne peux pas maintenant m'avancer sur un chiffre précis, mais la volonté politique est là. Elle est là pour décoincer les choses et pour booster l'électrification du parc. Voilà, et on s'assurera, j'imagine, qu'il y ait un système de paiement, puisqu'on ira faire le plein à la borne électrique, qui soit compatible d'une borne à l'autre, de manière à ce que ce soit simple d'utilisation pour les Bruxellois. Ça s'appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire que quel que soit le contrat que vous ayez avec un fournisseur, vous ne soyez pas coincé sur un type de borne, mais que vous puissiez utiliser l'ensemble des bornes sur le territoire. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois, Alain Marron. On va venir sur la santé dans un instant, mais je voudrais vous poser une dernière question en termes de mobilité, puisqu'il y a eu beaucoup d'aménagements dans la ville, 40 km de pistes cyclables en plus annoncées par Elke van den Brand. Il y a eu des zones de rencontre où les voitures ne sont plus prioritaires. Est-ce que vous avez le sentiment que tous ces changements provoquent ce qu'on appelle un shift modal chez les spécialistes, mais un changement de mentalité parmi les Bruxellois, et qu'on est effectivement prêt aujourd'hui à renoncer à la voiture d'hier? Il y a quelque chose qui s'est produit grâce au Covid-19 malgré tout? Alors, grâce ou malgré le Covid, et nonobstant les effets dramatiques du Covid et du confinement, les aspects sociaux et économique, il y a d'abord une amélioration substantielle de la qualité de l'air, puisque certains jours, on a vu une amélioration de 80% de la qualité de l'air si on considère les oxydes et dioxydes d'azote, et en moyenne plus de 50% d'amélioration de la qualité de l'air sur ces polluants qui sont des polluants extrêmement nocifs. La qualité de l'air ou la mauvaise qualité de l'air, ça tue tous les ans, en même temps, la même chose plutôt que la crise Covid. Donc le Covid il a tué pour le moment ce que tue la mauvaise qualité de l'air tous les ans, donc de manière 10 000 silencieuse personnes. Et sans qu'on en parle. Environ 10 000 personnes. Il faut quand même le rappeler et aussi le dire. Et donc je pense que les gens ont senti comme une amélioration de la qualité de l'air, mais aussi la diminution du bruit, etc. Et il y a une explosion d'ores et déjà mesurée de l'utilisation du vélo, mais aussi des déplacements à pied. Certes, parce qu'en partie, les gens utilisent moins les transports en commun par crainte du Covid dans les transports en commun, ce qui est compréhensible, même si les mesures de sécurité sont prises, mais aussi parce qu'un certain nombre d'entre eux renoncent à l'usage de l'automobile. Donc c'est sûr que dans la stratégie de shift modal, on veut que de plus en plus, les gens puissent avoir des solutions sécurisées pour voyager à pied et en vélo. Est-ce que ça veut dire que tous les aménagements qu'on nous a présentés comme temporaires, il va y avoir un débat pour qu'ils deviennent éventuellement définitifs? Un certain nombre de ces aménagements deviendront définitifs. Et ça me semble assez évident. Alors, il nous reste 1 minute. Je voudrais vous interroger sur votre autre compétence, qui est celle de ministre de la Santé. Je voudrais savoir où on en est de ce fameux traçage des malades qui a été mis en place par les régions. À la fois le traçage par l'intermédiaire d'un call center. On a cru comprendre qu'il y avait quand même assez peu de Bruxellois qui étaient contactés et assez peu de personnes qui coopéraient vraiment. Première question. Et deuxième question, est-ce que le traçage électronique par le biais d'une application est sur les rails, ou est-ce que ça coince toujours? Donc c'est pas vraiment du traçage, c'est du suivi de contact. Je vais quand même le rappeler. À quoi est-ce que ça sert en fait? Ça sert à empêcher en cas de deuxième vague qu'on doive reconfiner tout le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas reconfiner les gens? On essaie d'identifier les personnes contagieuses et de les faire rester à la maison pour qu'elles ne contaminent pas les autres. C'est ça le principe. Alors le suivi de contact fonctionne, je dirais, à moitié, c'est-à-dire qu'à peu près la moitié des gens avec qui il y a un contact donnent des contacts et donnent 3 ou 4 personnes de contact rapprochées. Une moitié des personnes ne le font pas, sans doute par crainte de mettre ces personnes-là en quarantaine. 50% de réussite quand on parle de santé publique, c'est un échec quand même, Alain Marron. Ça veut dire qu'il va falloir taper sur le clou et lancer une grande campagne de communication. Donc on doit améliorer ces systèmes-là et le cas échéant arriver avec des systèmes d'application complémentaires. Maintenant, les 4 régions se sont engagées en faveur d'un système d'application, mais qui doit donner toutes les garanties au niveau de la vie privée. Donc c'est progressivement en route aussi. L'important, c'est qu'on soit prêt, pleinement prêt, pour éviter un reconfinement en octobre ou en novembre, et que les dispositifs de suivi de contact soient suffisamment performants.
Ça veut dire que l'application verra probablement le jour si les régions arrivent à se mettre d'accord. Vous nous confirmez ça? Ça pourrait avoir lieu avant le mois d'octobre. D'accord pour avancer sur l'application. Et donc on la Les verra avant le mois 4 régions d'octobre. sont d'accord et le fédéral aussi. Ouais, et on verra l'application avant le mois d'octobre? A priori, l'application doit être disponible avant une deuxième vague. Merci beaucoup Alain Marron d'avoir été en direct donc, de Jette parmi nous. Alain Marron, donc ministre bruxellois de l'Environnement et de la Santé. Merci à vous.